Bonjour Philippe Rochaud. Oui, bonjour. Alors vous êtes journaliste, je le disais, grand reporter, vous avez parcouru le monde pour France Inter, pour Antenne 2, comme on disait dans le temps, pour France 2. Vous avez couvert de très nombreux moments de l'histoire avec un grand H depuis le début des années 70. Vous avez été correspondant à Rome, à Beyrouth, à Bonn, à Berlin et à Pékin. Vous avez notamment couvert la guerre du Kippour, la guerre du Liban, la révolution en Iran, la guerre Irak-Iran, la guerre en Afghanistan, la chute du mur de Berlin ou encore l'éveil de la Chine ces 20 dernières années. Il faut rappeler aussi que vous avez été enlevé pendant un reportage au Liban, c'était en 86, en mars 86, et vous avez été libéré en juin après, si je ne me trompe pas, 105 jours de captivité. Alors, depuis toujours, vous emmenez votre appareil photo avec vous à travers le monde, et là, vous exposez 200 photos, un peu plus de 200 photos à Vendôme, c'est dans le Loir-et-Cher, aux promenades photographiques de Vendôme. Alors, c'est une expo qui est ouverte, je le signale à tous ceux qui nous regardent et qui passeraient par Vendôme jusqu'au 18 septembre, une exposition intitulée « Reportage pour mémoire ». C'est aussi un livre, d'ailleurs, un reportage pour mémoire aux éditions Éric Bonnier. Alors, j'ai l'impression que reportage et mémoire, ce sont deux mots qui n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont deux mots qui résument en fait votre vie. Oui, alors c'est pas mes mémoires, c'est plutôt pour ne pas oublier les événements vécus. Vous voyez, dans ce livre, par exemple, il y a beaucoup d'événements dont je parle et qu'on a complètement occultés. Par exemple, l'exode de 2 millions de travailleurs du Nigeria qui avaient été expulsés en 1983. Et donc, il avait fallu les accueillir. Et donc, aujourd'hui, quand on voit qu'on a tous ces migrants qu'il faut accueillir aussi, à l'époque, il y avait aussi ce problème-là, mais qui est resté simplement une semaine dans l'actualité parce qu'on est vite passé à autre chose. Alors, on va reparler de vos photos, on va les voir dans quelques instants, mais d'abord une ou deux questions sur le métier de grand reporter. Vous avez été grand reporter, je disais, pendant plus de 40 ans. C'est une vocation que vous avez eue très jeune, ça vous est devenu tout petit, vous êtes tombé dedans très vite? Oui, ça m'est venu vers l'âge de 15 ans. Moi, j'ai toujours été passionné par ce qui se passait dans le monde, par l'actualité. Bon, moi, je suis originaire de Dijon, dès que j'ai eu envie de bouger, de quitter cette région. Bon, par exemple, là, vous voyez, je suis en Afghanistan, déguisé en Afghan. Déguisé en Afghan pour passer inaperçu pendant l'occupation soviétique, parce que les soviétiques ne donnaient pas de visa pour les journalistes étrangers, et donc il fallait passer à pied avec un groupe de moudjahidines, de résistants. Et donc moi, c'est ce qui me passionnait dans ce métier, c'est que c'est la tête et les jambes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois réfléchir, il faut penser, il faut étudier l'actualité, mais il faut aussi savoir marcher et se dépenser physiquement pour arriver à l'information telle qu'elle était en 1980 quand les soviétiques occupaient l'Afghanistan. Là, vous venez de décrire ce que c'est en fait un bon grand reporter. Alors, d'une certaine manière. Un bon grand reporter, oui, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir le monde, de voir d'autres cultures, de parler avec les gens, de faire des rencontres, et puis de parcourir le monde et de vivre au rythme de l'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, même si la forme de travail a été vraiment bouleversée par à la fois les progrès techniques, l'évolution de l'information, le développement des chaînes de télévision, et puis surtout du web, d'Internet, qui nous permet d'avoir des milliers d'images à disposition. Mais pour moi, le reporter reste celui qui va sur le terrain, qui rencontre les autres, quitte à prendre de temps en temps des images qui ont été faites par ce qu'on appelle le journaliste citoyen, n'est-ce pas, ou le blogueur. Mais à la base, c'est quand même lui qui doit faire le reportage et qui doit faire aussi la sélection de ces images qui nous arrivent de partout. Sinon, on perd notre crédibilité. Et l'objectivité du journaliste, ça existe? On dit toujours que le journaliste doit être objectif ou honnête, en tout cas. Moi, je trouve que l'objectivité n'existe pas. Vous mettez 5 journalistes différents sur le même événement, vous allez avoir des versions complètement différentes de l'événement. Pour moi, le journaliste, il a sa personnalité. C'est pas... On fait un reportage, on ne fait pas un rapport de gendarmerie. Le journaliste, il a sa sensibilité. Moi, quand je vois des gens, comme ces femmes en Iran, vous voyez, pendant la révolution iranienne, moi je suis complètement attiré par leur motivation. Donc, peut-être quelqu'un d'autre ne le sera pas du tout, et donc on n'aura pas du tout la même interprétation de l'événement. D'ailleurs, une photo, c'est pas objectif. Au contraire, c'est très subjectif. Par le choix déjà, et puis l'angle choisi. Absolument, une photo, le cadre choisi, la personne. Bon, ici, vous voyez, c'est pendant la guerre Irak-Iran, c'était en 1983, quand l'Irak commençait d'utiliser des gaz de combat contre l'Iran dans sa guerre contre la République islamique. Et donc, il y avait, par exemple, ces centaines de corps sur le terrain, et moi, je ne voyais pas de blessures. Donc, on a pensé effectivement que ces gens avaient pu être gazés par les gaz de combat lancés par l'armée irakienne. Comment est-ce que vous la concevez, la photo? C'est un complément de votre métier? Pour le journaliste que vous êtes, photographier, c'est apporter quoi en plus? Moi, je vais vous surprendre, mais j'ai fait 40 ans de télévision, mais je reste beaucoup plus attaché à l'image fixe qu'à l'image animée. Parce que pour moi, l'image fixe, elle symbolise un moment, elle symbolise un événement. Bon, vous voyez, par exemple, ce guerrier de Somalie, pour moi, ça symbolise la défaite de l'armée somalienne contre l'Éthiopie en 1979. Donc, on voit à la tête de ce combattant, n'est-ce pas, qu'il a perdu la guerre. Et donc, on arrive à résumer un événement en une seule image.
l'image, et c'est ça que je trouve passionnant. Alors évidemment, on a déjà vu quelques-unes de vos photos, et c'est difficile de vous en faire choisir l'une ou l'autre, mais dans les photos que vous avez prises, quelles sont celles dont vous êtes peut-être le plus fier, ou celles que vous aimez le plus ? Vous voyez, par exemple, celle-ci au Rwanda, c'est des orphelins. Juste après le génocide, on était dans un village et on avait fait le reportage très classique, n'est-ce pas, d'une femme qui avait recueilli une vingtaine d'orphelins. Et puis, on est resté 2 jours avec eux et ensuite, on s'est replié sur Kigali et on a appris que le lendemain, il y avait eu une grande offensive du FPR, du Front patriotique rwandais, contre ces villages-là, qui avaient beaucoup tué, de morts, des femmes, des enfants, etc. Et on a cherché désespérément à avoir des nouvelles de ces enfants. On n'en a pas eu. Mais 2 mois après, quand je suis rentré à Paris, j'ai reçu une lettre de cette dame écrite sur un cahier d'écolier qui me disait « Vous avez dû vous inquiéter pour le sort des enfants, mais rassurez-vous, nous avons pu passer au Kivu, au Congo, et nous sommes en sécurité. » Donc vous voyez, c'est des choses aussi qui font du bien. C'est pour vous montrer qu'on s'attache aux gens. Et moi, j'aime beaucoup le regard de ce garçon avec ses grands yeux étonnés de voir des journalistes occidentaux arriver. On va en voir d'autres encore, des photos que vous avez prises. Peut-être que vous pouvez les commenter d'ailleurs au fur et à mesure. Alors là, Là, c'est en Arabie Saoudite, donc ça, 1971, n'est-ce pas, où à l'époque, j'étais pour mon service national coopérant, je m'occupais des émissions en français à la radio. Et donc, j'ai profité aussi pour faire des photos dans ce royaume d'Arabie, qui est sans doute le plus fermé au monde et le plus difficile pour réaliser des photos, puisque la reproduction par l'image de l'être humain et de l'animal est interdite. Et donc, j'ai réussi à faire ces photos de bédouines d'une oasis du Hedjaz, qui portent le masque de cuir avec des pièces d'argent comme signe extérieur de richesse. Donc j'ai réussi à faire cette photo une fois, je n'ai pas réussi une deuxième fois. D'ailleurs, d'une manière générale, le monde musulman est très présent dans vos photos. Oui, parce que bon, j'ai commencé par l'Arabie Saoudite, je me suis attaché au monde arabo-musulman, comme ici en Indonésie, vous voyez, le premier pays musulman du monde. Ça, c'est juste après le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004, c'est la prière des femmes à la mosquée de Banda Aceh, n'est-ce pas, Banda Aceh, qui était la ville qui a le plus subi de dégâts et de victimes dus au tsunami. Et donc, ces femmes m'ont laissé rentrer parce qu'il y avait un grand moment de ferveur dans la ville, et donc elles m'ont laissé rentrer dans le département des femmes à la mosquée pour faire cette photo. D'où elle vous vient, cette passion du monde musulman? C'est le fait d'avoir vécu en Arabie Saoudite quand j'avais 25 ans. Donc j'ai été quand même très frappé. J'ai vu 2 fois le pèlerinage à la Mecque. Donc j'ai été très frappé par le monde musulman. Et je l'ai suivi aussi jusqu'en Chine, puisque même quand j'étais correspondant en Chine, je me suis beaucoup intéressé aux 20 millions de musulmans qui qu'on oublie souvent, d'ailleurs, notamment les Ouïghours, qui ont pas mal d'ennuis avec Pékin. Oui, bien sûr, les Ouïghours qu'on voit ici, dans la ville de Kashgar. Et donc aujourd'hui, c'est une ville qui est très fermée, qui est difficile d'accès pour les journalistes. Il faut des autorisations spéciales parce que les Ouïghours sont aussi accusés d'avoir organisé des attentats dans plusieurs villes de Chine. Alors, dans le Proche-Orient, s'il joue un rôle important dans votre vie, notamment le Liban, je rappelais que vous avez été otage en 86. Avec le recul, votre enlèvement en 86, ça fait partie de votre métier, des risques du métier? Oui, ça fait partie des risques du métier. Moi, personnellement, je ne pensais pas en sortir, vous voyez, mais malgré ça, je suis quand même resté attaché au monde arabo-musulman et je suis retourné dans tous les pays où je faisais des reportages après. Sauf que le Liban, c'est difficile pour moi d'y retourner comme le journaliste lambda, le journaliste normal, parce que, je ne sais pas qui est à l'origine de notre enlèvement, mais il y a toujours quand même... On peut imaginer que c'est le Hezbollah, quand même, que c'était lié, en tout cas, à... Oui, apparemment, c'était les milieux qui évoluaient autour du Hezbollah qui étaient originaires de ça. Et donc, auprès de l'Iran, en fait, soutenu par l'Iran, probablement. Oui, parce que c'était aussi la période de la guerre Irak-Iran, dont j'ai montré des images tout à l'heure, et où la France soutenait l'Irak dans sa guerre contre l'Iran, et donc l'Iran se vengeait à travers le Hezbollah en piquant des otages. Alors, je ne sais pas si on a encore des photos à montrer. Je vous disais, il y en a plus de 200 dans l'exposition. Là, on voit cette... Là, c'était l'arrivée de l'armée syrienne à Beyrouth. Et donc, puis là, je crois qu'on va voir... Là, c'est un camp de prisonniers en Iran. Pendant la guerre Iran-Irak. Oui, alors donc, ce sont des prisonniers, des soldats irakiens à qui on a remis des portraits de l'ayatollah Khomeini pour faire croire qu'ils s'étaient reconvertis au communisme. Et donc, c'est une image, bien sûr, c'est une scène de propagande qu'il faut bien sûr décoder en tant que journaliste. Je ne peux pas livrer ça comme ça au public. Je dois expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc on faisait un reportage pour la télévision et moi j'ai fait aussi mes photos pour garder ça en souvenir personnel des événements vécus. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, on va voir. En tout cas, la photo, vous allez... Oui, on en voit. Alors ça, c'est une photo récente d'aujourd'hui en Chine. Oui, c'est en Chine. Bon, ça m'a plu parce que, vous voyez, Mao Tse-tung était toujours opposé à la politique de l'enfant unique. Et parce qu'il disait, un enfant, c'est peut-être une bouche à nourrir, mais c'est aussi 2 bras pour la révolution. Donc il a fallu attendre Deng Xiaoping pour que la politique de l'enfant unique soit déclarée. Qui est d'ailleurs un peu battu en brèche. Et maintenant, on est revenu dessus parce qu'on se rend compte que la pyramide des âges est en train de s'inverser. Et donc, ce qui m'a plu, c'est cette femme avec son enfant unique qui symbolise aussi
les enfants de Chine parce qu'il a une bonne mine et tout. Alors là, il y a une très belle photo qu'on va voir, qui est une photo donc, à Kaboul, des enfants dans les rues de Kaboul. Là, c'est en 1996, quand Kaboul était encerclé par les talibans, n'est-ce pas? Alors, il y avait encore des petits avions des Nations Unies, l'aéroport était fermé, des petits avions des Nations Unies qui se posaient sur l'aéroport de Kaboul. Et donc, en tant que journaliste, il fallait en profiter. Les humanitaires aussi pouvaient bénéficier de ces avions. Et donc, c'était vraiment la misère à Kaboul, puisqu'on sortait d'une guerre civile de plusieurs années. Philippe Rochaud, vous croyez qu'une carrière comme la vôtre, comme 40 ans de carrière, est encore possible aujourd'hui? Parce que l'international intéresse moins les grandes télévisions. Moi, je pense que oui, parce que vous avez encore plusieurs firmes privées aujourd'hui, avec des jeunes journalistes qui sont très motivés et qui consacrent plusieurs mois, voire même plusieurs années à une enquête, à un reportage, et qui, au résultat final, nous livrent des enquêtes étonnantes, n'est-ce pas, qui passent sur nos antennes, qui passent aussi parfois sur TV5 Monde, n'est-ce pas? Donc c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant. C'est vrai aussi qu'avec la rapidité de l'information... Voilà, le journalisme aujourd'hui est soumis à la loi de la rapidité. Hein. Et le fait aussi qu'on puisse recueillir des images d'un peu partout dans le monde, bah, ça ampute aussi certainement les missions qui peuvent être faites. Mais moi, je garde confiance parce qu'il y a quand même une bonne motivation aujourd'hui encore chez les journalistes. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le retour de Yasser Arafat à Gaza en 1994. Et donc, c'est des événements, c'est de l'actualité brute, n'est-ce pas? Et c'est des événements aussi que je voulais éterniser parce que c'était vraiment une page historique qui se tournait pour les Palestiniens. S'il y avait un souvenir à conserver de toute cette vie aux quatre coins du monde? Un souvenir à conserver, c'est toujours difficile à dire. Hein. Bon, moi, je ne peux pas comparer, par exemple, ce qu'a été pour moi le Liban et ce qu'a été la Chine. Vous voyez. Mais bon, on pourra prendre le regard de ce petit enfant, n'est-ce pas? C'est après le génocide au Rwanda, les réfugiés qui avaient trouvé asile au Congo, qui reviennent au pays, n'est-ce pas? Donc lui, il a l'espoir, l'espoir qui se lit dans ses yeux. Et donc, c'est peut-être cette image-là qu'on garde. C'est pas pour rien que vous l'avez mis en couverture du livre. Voilà, Merci beaucoup, Philippe Rochaud. Donc, je rappelle ce livre et cette exposition Reportage pour mémoire, l'exposition à Vendôme et le livre aux éditions Éric Bonnier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.